Bonjour, merci d'abord de m'avoir invité à cette journée tout à fait passionnante. Je vois que l'intérêt est grand par le nombre de personnes dans la salle, même si les spots font en sorte que je ne discerne que des ombres. Donc cette thématique est effectivement de plus en plus importante, puisque les personnes jeunes comme moi, par exemple, vont constituer une part de plus en plus importante de la population. Et vous voyez l'état particulièrement actif de ce jeune devant vous, et comme tous les autres personnes, ou comme une grande partie d'autres jeunes de mon âge, d'ailleurs, on ne doit pas encore nous piquer complètement, on peut encore rester actif dans notre société et participer, par exemple, à des conférences de grand intérêt comme celle-ci, travailler, agir, être heureux, et tout ça en étant âgé de plus de 45 ans, cet âge absolument épouvantable qui forme un passage obligé à l'âge où certains estiment qu'on devrait être mis dehors, d'autres au contraire estiment que c'est un âge où on peut être en parfaite forme, et quand même quelques oratrices et orateurs de la journée en témoignent à suffisance. Alors, d'abord deux mots, me présenter, mais moi c'est pas beaucoup d'importance, mais la structure dans laquelle je travaille, c'est ce qu'on appelle en bon français un think and do tank, c'est-à-dire une structure qui est à la fois un laboratoire d'idées, mais aussi d'action. Donc on n'est pas réflexion en chambre, on n'est pas acteur de terrain, on est au service des acteurs sur base d'une réflexion. Et donc notre devise est effectivement, comme Madame Dispa l'a dit, comprendre pour agir, et donc comprendre les enjeux pour agir sur la société. Salut l'arrivée de Madame Castellano en personne. Et donc, cet enjeu, cette devise, nous l'appliquons pour un enjeu qui est la défense d'une Europe sociale et durable. Alors, ici, on est à Bruxelles, en comité français. On pourrait se dire, mais l'Europe, c'est ailleurs. On va voir au travers de quelques exemples que je vais donner, c'est qu'en fait, l'enjeu de l'Europe, c'est un enjeu de plus en plus important, puisque au niveau européen, on décide au niveau européen un certain nombre d'éléments qui vont être appliqués après dans les États, y compris la Belgique. Et c'est environ 70-75% des législations belges ou des ordonnances et décrets bruxellois et wallons sont en fait des transpositions de décisions européennes. C'est dire que de plus en plus, il faut s'intéresser à l'Europe, parce qu'en tout cas, l'Europe s'intéresse à chacun d'entre nous. Et tant pour des aspects négatifs, on parle du traité transatlantique, le fameux TIC pour le moment, qui est effectivement un danger important pour les citoyennes et citoyens, mais aussi l'Europe peut être une aide pour combattre notamment en matière de discrimination, on y reviendra. Donc notre objectif dans notre structure qui s'appelle Pour la solidarité, c'est de travailler pour une Europe solidaire et durable. On n'est pas très nombreux, c'est plutôt l'Europe libérale qui est soutenue, mais voilà, on a choisi notre camp et ce camp est merveilleux puisque c'est celui de la solidarité. Alors, on travaille pour les acteurs socio-économiques, qu'ils soient pouvoir public, société civile, par exemple une mutuelle, mais pas n'importe laquelle, ou des entreprises qui ont une démarche de responsabilité sociale ou d'économie sociale. Et enfin, on fait des analyses, des études. Ici, on a fait une étude sur le vieillissement actif, justement, lors de l'année européenne du vieillissement actif. On fait de la formation, de l'accompagnement. On monte des projets européens et on participe à des conférences comme celle-ci. Alors, on a 5 thématiques qui va des affaires sociales, surtout l'emploi, la lutte contre la pauvreté, l'inclusion sociale, la responsabilité sociale des entreprises, faire en sorte que plus d'entreprises tiennent compte du contexte. On a fait une publication, je dis ça à Jacques Bragard comme ça en passant, sur la responsabilité sociale des mutuelles, en travaillant surtout sur la responsabilité sociale des mutuelles en France, qui ont été particulièrement en pointe là-dessus, mais je pense que la Belgique pourrait être aussi modèle en la matière, et donc je fais un appel du pied à
à Jacques pour qu'on puisse en parler de manière, je dis de manière tout à fait sérieuse, c'est que on applique généralement ce concept aux entreprises capitalistes, alors qu'au contraire, des structures, des organisations de tout type peuvent utiliser ce concept de responsabilité sociale et s'inscrire dans une démarche solidaire. Et c'est bien l'objet de Solidaris, par son nom. Et donc, je pense que c'est une mise en évidence importante qui peut être faite. Enfin, le développement durable, qui est de plus en plus, vous voyez qu'il est mis derrière moi là, avec une petite couleur verte, de plus en plus le développement durable est limité à la notion environnementale et même environnementaliste, alors que c'est un concept inventé par les socialistes en 87. C'était une première ministre norvégienne, une femme, et qui a mis en avant ce concept de développement durable en insistant sur l'aspect social du développement durable. Et c'est au fur et à mesure qu'il maintenant, je dirais presque racrapote sur un des aspects du développement durable, ce qui est une régression. Enfin, on ne pourrait pas envisager une Europe sociale et durable, solidaire et durable, sans une participation citoyenne active, et au travers d'un outil qui est l'économie sociale. Ce matin, j'entendais à la radio que mes amis de l'université d'Liège publiaient leur baromètre que j'ai depuis quelques jours sur l'économie sociale en 2015. En fait, c'est les chiffres de 2014, montrant une augmentation de cette économie sociale dont font partie les coopératives, les mutuelles, les associations, et donc nous sommes nombreux ici à en faire partie. Alors, au niveau européen, effectivement, on parle de deux concepts qui sont complémentaires l'un avec l'autre. Et je crois que c'est intéressant de s'arrêter sur ces deux concepts. Parce que comme toujours au niveau européen, les concepts, on veut être soit d'accord avec un concept, soit contre. Je suis pour telle chose, je suis contre. En réalité, la réalité est généralement beaucoup plus nuancé que cela. Il y a des éléments positifs ou critiquables qui sont dans les concepts européens. Et c'est bien aux citoyens actifs que nous sommes et qui sont dans cette salle à pouvoir réagir et en fait à prendre en main, à appréhender au sens propre du terme, ces concepts pour voir ce qu'il y a de positif dans ces concepts et voir ce qu'il y a de négatif. Alors, le concept de vieillissement actif, c'est le fait de rester actif tout au long de sa vie. Et encore une fois, je disais de manière un peu ironique, le petit vieux que vous avez devant vous, il n'est pas complètement encore gâteux, mais il est actif, il parle devant vous, et il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui sont actifs. Eh bien, c'est une bonne chose, on ne va pas se plaindre de cette notion de vieillissement actif, de pouvoir rester à domicile, mais avec des services à la personne, des services à domicile, CSD par exemple, qui donnent des services qui permettent aux personnes d'un certain âge et au fur et à mesure de l'avancement en âge, d'être toujours à domicile, ce qui est positif et donc de rester actif dans la société. Alors, il y a une partie de travail plus longtemps. Mon prédécesseur à la tribune a mis en évidence le chiffre belge de participation extrêmement faible pour les plus de 45 ans, ou les plus de 50 ans en fait, au travail, alors que la Suède, qui n'est pas un pays d'exploitation absolue des travailleurs, bien au contraire, et les personnes jusque 65 ans sont largement majoritairement au travail. Alors pourquoi cette différence? On peut s'interroger en ne se disant pas qu'on doit rester exploité jusque 65 ans ou 67 ans, mais qu'on peut travailler sous des formes différentes, différenciées, jusqu'à un âge plus avancé que celui que nous avions auparavant, et que cette exclusion du marché du travail, parce qu'on a parlé beaucoup de l'expression discrimination, et je parlerai même d'exclusion du marché du travail des personnes de plus de 45 ans, encore plus 50 ans, 52 ans, eh bien, il y a un élément qui est inacceptable éthiquement, inacceptable socialement, inacceptable économiquement. Et donc, mais de quelle manière doit-on faire? Sous quelle forme doit-on travailler? Ça, c'est des questions qui sont intéressantes pour les citoyennes et citoyens engagés que nous sommes toutes et tous aujourd'hui, les militants que certains d'entre nous sommes également dans cette salle. Alors, travailler plus longtemps, oui,
mais avec un travail de qualité, en partant à la retraite plus tard. Alors, bien sûr, il y a un débat actuellement sur l'âge de la retraite, mais bien entendu, on ne tient pas compte dans le débat de l'ensemble des professions et de l'ensemble des volontés des personnes. Il est clair que l'exploitation des personnes qui sont dans des professions à forte pénibilité, pour employer le mot technique, eh bien c'est inacceptable qu'on les pousse à rester à l'emploi dans des conditions de santé au travail, inacceptables. Que les choses soient bien claires à ce sujet. Par contre, il peut y avoir d'autres personnes qui souhaitent rester, non pas jusqu'à 99 ans, mais d'avoir une activité professionnelle de plus en plus légère, mais rester avec une partie du temps de leur temps dans le milieu du travail. Alors, ce sont des questions qui ne doivent pas être réglées d'une manière blanc-noir, oui, non, mais au contraire avec beaucoup de nuances. Nous allons arriver avec, parler avec Florence Le Poivre de l'IEV, qui est dans cette salle de ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, qui est portée par un économiste américain, Jeremy Rifkin, qui dit, mais bien entendu, que le besoin de temps de travail va diminuer pour l'ensemble de la population. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant le nombre de chômeurs doit augmenter? Ben non, bien entendu. Il peut y avoir une augmentation de la qualité de vie. Le type de travail que nous allons avoir dans 10, 20, 30, 40 ans, enfin, nous, on va piquer pour l'autre. Mais les gens qui auront un âge plus jeune, eh bien, à ce moment, qui ont un âge plus jeune maintenant, à ce moment-là, ils pourront avoir une qualité de vie tout en continuant à travailler, mais sous des formes différentes. C'est cette différenciation du travail qui importe, et pas de dire on est au travail ou on n'est pas au travail. C'est cette alternative qui est une alternative qui est par rapport à un travail d'un ancien temps, et au fur et à mesure que le monde va changer, à travers de cette troisième révolution industrielle basée sur les échanges virtuels de savoir, eh bien, il peut y avoir un travail où les personnes d'un âge plus avancé, sans donner une date ou un âge précis, peuvent rester en partie au travail sous des formes différentes, dans une organisation de vie différente que celle que nous vivons aujourd'hui. Avec notamment ce que le volontariat ou le bénévolat dans la retraite. Alors ça ne veut pas dire de nouveau l'exploitation des personnes qui vont travailler de manière bénévole, mais au contraire une participation à la vie active, en n'étant pas isolé. Dans la notion de vieillissement actif, il y a aussi ce fait de rester inscrit dans la société. Et un mode de vie sain et actif, par exemple en suivant toutes les propositions faites par Solidaris pour les personnes âgées de plus de 45 ans, en termes de nourriture, de sexualité, j'ai vu qu'il y a plusieurs brochures sur la sexualité des personnes âgées à l'entrée, d'alimentation, enfin, de sport, etc. Et enfin, la notion de solidarité intergénérationnelle, qui est le pendant du vieillissement actif. Et ça peut être à la fois l'élément d'exploitation et du fait de dire que les jeunes doivent payer plus parce que ces salopards de vieux continuent à rester vivants plus longtemps et qu'on doit payer des retraites et des soins pour eux, et que ces pauvres jeunes doivent payer des cotisations sociales de plus en plus élevées, ce qui est la vision libérale et ultra-libérale, ou au contraire de dire que de manière normale, il y a des transferts de flux financiers, mais aussi de relations entre jeunes et moins jeunes, que les personnes plus âgées peuvent faire bénéficier des jeunes de nouvelles formes d'emploi, par exemple dans les services à la personne, qui sont un secteur en croissance forte aujourd'hui, dans lequel on doit investir, et qui fait en sorte qu'il peut y avoir une vie à domicile, ce qui coûte beaucoup moins cher, contrairement à ce qu'on dit, que des personnes âgées qu'on met en maison de retraite ou encore pire dans les hôpitaux. Et donc le fait de financer par les pouvoirs publics des services à domicile du type CSD, eh bien, réduit les charges pour la société et donc en termes de santé publique. Donc c'est l'ensemble de ces transferts qui doivent améliorer la qualité de vie
dont bénéficient à la fois les jeunes et les plus âgés. Je crois que c'est important de toujours parler, lorsqu'on parle de vieillissement actif ou de solidarité intergénérationnelle, de l'enjeu de qualité de vie. La qualité de vie de toutes et tous, ça c'est un enjeu qui est fondamental. Alors pour ces éléments-là, je pense que nous pouvons, et je vais essayer de vous le montrer, nous pouvons nous appuyer sur des décisions européennes. L'Europe a depuis 1997, c'est qu'il y a des traités qui sont un peu la Constitution européenne, il y a des traités qui sont régulièrement mis à jour, le dernier est ce qu'on appelle le traité de Lisbonne en 2008-2009. Et la première fois qu'on a parlé de lutte contre les discriminations, c'est le traité d'Amsterdam en 97. Je fais court, hein, il y a des nuances qu'on pourrait apporter, mais ici je suis pas en train de faire une thèse de doctorat. Et notamment les discriminations basées sur l'âge. Mais de la même manière que le Centre interfédéral pour l'égalité des chances parle d'un ensemble de discriminations, l'Europe parle d'un ensemble de discriminations, dont l'âge, et depuis 1997. Et vous avez entendu qu'en Belgique, c'est depuis 2007 qu'on parle, qu'il y a une réglementation, une loi en matière de discrimination pour l'âge. Eh bien, c'est basé sur des décisions européennes. La Belgique, en fait, a reproduit ce que l'Europe proposait. Et je crois que c'est important aussi, à la fois de combattre quand l'Europe nous vient avec des propositions inacceptables en matière de solidarité. En même temps, on doit pouvoir utiliser les outils que nous donne l'Europe, et notamment en matière de lutte contre les discriminations. C'est ce qu'a fait la Belgique, puisque l'Europe a incité les États, notamment sur base du traité constitutionnel et sur d'autres éléments sur lesquels je vais revenir. Par exemple, et je vous demande vraiment votre attention sur ce slide, cette diapo ici, qu'il y a un élément que vous toutes et vous tous, vous pouvez utiliser. Et pas vous tous collectivement nécessairement, mais même individuellement. C'est la Charte des droits fondamentaux qui a été décidée en 2000. Et cette Charte des droits fondamentaux est depuis 2008-2009 mise en annexe du traité constitutionnel européen. Et qu'est-ce que ça veut dire, le blabla que je suis en train de vous dire? En annexe du traité constitutionnel, vous pourriez dire, voilà, bon. Eh bien, ça veut dire simplement que devant les tribunaux, lorsque vous êtes victime d'une discrimination, notamment d'une discrimination en matière d'âge, vous pouvez faire référence à la Charte des droits fondamentaux européens comme texte juridique. Et donc, les syndicalistes dans la salle, les militants associatifs, les militants mutualistes qui sont dans la salle, peuvent utiliser cette Charte des droits fondamentaux comme un outil qui juridiquement est fondé pour lutter contre tout type de discrimination. Et donc, vous pouvez aller sur Internet pour voir cette Charte des droits fondamentaux. Ça vous épuisera pas, je crois qu'elle a 3 pages ou 4 pages, donc c'est un document très court, c'est pas une Bible, enfin si votre référence est la Bible, mais c'est un document court, bref, mais sur lequel vous pouvez prendre une référence et vous pouvez encore une fois l'utiliser pour lutter contre les discriminations. C'est en ce sens que ces textes européens sont bien entendu importants parce qu'ils sont utiles et efficaces. Et donc c'est ce fameux traité de Lisbonne 2008-2009 qui dit et qui confirme donc un traité constitutionnel, donc plus important de notre constitution belge, puisque le document juridique au-dessus de celui-là, qui lutte contre toute discrimination fondée sur un ensemble d'éléments, dont l'âge, et en annexe, il y a la Charte des droits fondamentaux sur laquelle vous pouvez vous appuyer également. Double appui possible, vous avez 2 jambes, vous avez 2 appuis juridiques au niveau européen, le traité par son article 10 et l'annexe de la Charte des droits fondamentaux. Je pense que c'est pas du pipeau. Et enfin, tous ces traités constitutionnels se basent sur une directive de 2000, et donc c'est la directive qui a été transposée dans le droit belge et qui a permis de lutter contre les discriminations. Alors, les juristes parmi vous seront un peu titillés en disant c'est pas tout à fait exact ce qu'il dit, il y a d'autres directives, mais je ne vais pas entrer dans le détail et vous faire un exposé beaucoup trop long
qui vous ennuierait encore plus que celui que je vous donne déjà maintenant. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est l'attention particulière à l'aide aux travailleurs âgés, et âgés plus de 45 ans, pour qu'ils participent davantage à la vie professionnelle. On ne dit pas sous quelle forme, on ne dit pas qu'ils doivent être exploités dans leur vie professionnelle, on dit qu'ils doivent participer davantage à la vie professionnelle sous une forme ou une autre. Et c'est ces formes-là qui posent question, c'est ces formes-là qu'il faut débattre, dont il faut débattre, et qui sont l'objet de discussions que les militants doivent avoir dans quelque nature que ce soit. Enfin, on peut se dire, mais ce vieillissement, de quoi s'agit-il? Et en fait, il y a une chute de la natalité, et d'autre part une augmentation de l'espérance de vie. Mais c'est une bonne nouvelle quand même, l'augmentation de l'espérance de vie. On va se mettre à quatre pattes et pleurnicher parce qu'on vit plus vieux en meilleure santé. C'est une bonne nouvelle. Le fait qu'il y ait une diminution de la natalité, c'est un élément qui pose problème dans certains pays. Mais l'Allemagne, par exemple, qui a une natalité qui est proche de 1, pas de 1,5, et du coup, il y a les jeunes Allemands ariens, comme on les envisageait il y a quelques années, les beaux blonds, c'est évidemment ça fait partie des mythes que certains véhiculent encore. C'est l'immigration qui permet à l'Allemagne d'avoir des cotisations sociales dont on parle, puisque ce sont les travailleurs d'origine turque essentiellement, qui apportent des cotisations sociales en Allemagne et qui font une mixité, qui forment la richesse de l'Europe aujourd'hui, et c'est bien l'immigration qui forme une des richesses de l'Europe aujourd'hui. Alors, il faut quand même aussi se dire et rappeler que l'Europe est la zone géographique la plus âgée du monde, et avec un taux de personnes âgées par rapport aux plus jeunes qui est en augmentation très forte, et qui pose un certain nombre de questions dont il faut parler et de voir de quelle manière on va résoudre ces éléments. Enfin, quelques défis clés pour l'avenir que je vous soumets. Contrôler les conséquences économiques du vieillissement afin de maintenir la croissance et l'équilibre des finances publiques, mais encore une fois avec des éléments positifs dans les éléments des finances publiques, avec des éléments négatifs, avec des éléments positifs. L'ensemble doit être justement articulé et mis en concordance les uns avec les autres. Plus grand nombre sera la population au travail, plus faible sera la durée du temps de travail pour chacun. Ce qui veut dire qu'on travaillera moins sous d'autres formes. On travaillera moins avec des horaires meilleurs, des horaires qui pourront être adaptés, et donc une nouvelle organisation du travail. Prendre en compte le vieillissement et la diminution de la main-d'œuvre d'origine nationale, avec une immigration plus large, plus forte, qui enrichira notre pays. Il faut pouvoir assurer des retraites adéquates et durables, et ça c'est un gros enjeu évidemment dont on parle aujourd'hui, mais pas sous la forme dont les forces libérales l'entendent, qui est de dire on va presser le citron de ceux qui doivent payer pour des personnes âgées qui de toute façon auront des retraites rikiki parce qu'elles seront privatisées par ailleurs pour augmenter le profit des assurances. Est-ce que c'est ça le monde dans lequel on veut? En tout cas moi pas. Que l'Europe sociale et durable, elle ne doit pas passer nécessairement par l'augmentation des dividendes pour les entreprises capitalistes. Et quand je dis entreprise capitaliste, c'est comme économiste que je parle, c'est-à-dire dans un cadre économique où l'objet même est l'augmentation de la rentabilité des actionnaires. Est-ce que c'est cette Europe-là, est-ce que c'est cette Belgique-là que nous voulons? Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas celle-là pour laquelle je milite. Et enfin, c'est assurer l'accès à des services de soins de haute qualité. Et heureusement que nous avons des mutuelles fortes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour cela, mais aussi des services à la personne qui donneront des soins, des services de haute qualité pour une vie de qualité à domicile. C'est ça qui importe. Et donc, ça permettra d'avoir des équilibres de sécurité sociale en ne mettant pas nécessairement les personnes âgées dans des maisons de retraite ou des hôpitaux où leur vie se dégradera. Ce qui ne veut pas dire qu'en hôpital, on est dans une vie négative ou que dans les maisons de retraite, on a des vies
de faible qualité. Mais tout dépend des types de personnes et il faut que ce soit adapté aux besoins et à l'envie de la personne. C'est ça, c'est cet équilibre entre les besoins et les envies des personnes et des solutions qui sont données, qui forment l'importance de la vie que nous devons mener. Et dans la mesure où moins d'actifs pourront supporter les coûts des retraites et des soins de santé, il y a un besoin d'un taux de participation plus élevé, mais tout dépend de la forme, et comment mettre à profit ce potentiel des seniors, avec un petit S qui manque, à la fois à l'intérieur et en dehors du marché du travail, pour la qualité de vie de chacune et de chacun. C'est la question que je vous pose, c'est la question que je nous pose, en vous remerciant de votre bonne attention. Merci pour le travail que vous faites.